Donc, pour aujourd'hui, vous aviez à chercher trois exercices. Et le premier, c'était le 16, page 223. Donc, on considère l'enregistrement du signal sonore ci-dessous. Et donc là, on voyait un signal. Alors, j'en ai peut-être pas trop parlé la dernière fois, mais l'axe des ordonnées vous dit que la grandeur qui est représentée sur ce graphe, c'est U en volts. En réalité, c'est une tension qui va être récupérée eh bien, avec un microphone. Parce qu'un microphone, voilà, je parlais un petit peu de microphone aujourd'hui. Un microphone, c'est, si vous voulez, un convertisseur qui permet de transformer un signal sonore, et on va voir un petit peu plus ce que c'est qu'un signal sonore après, en un signal électrique. Donc voilà pourquoi il y a écrit U en volts sur euh, l'axe des ordonnées. Alors d'abord, pourquoi peut-on dire que ce signal sonore est périodique? Est-ce qu'il y a un motif qui se répète? Parce qu'il y a un motif qui se répète. Exact. Alors ensuite, déterminer la période T de ce signal sonore. Alors, comment vous avez fait? C'est à 5 secondes, c'est entre 0 et 5 secondes. On peut choisir 5 secondes et ça se répète à l'infini. Non, non, non. Non. Non, Faut c'est faire, 0 et faut faire 10. ses delta t divisé par 2. Et combien de temps ça met pour un seul une boucle du signal? Là, c'est 10 millisecondes. Mais oui, Ouais, mais ça mais c'est marche pas pas. la même. Oui, mais C'est quand c'est même pas, pas la même. on peut pas dire, alors ça compte pas, hein. Même l'autre fois, Sofiane m'avait posé la question, est-ce que ça compte si on renverse le signal, si on le lit à l'envers en quelque sorte? Je lui avais dit non. Et là, de la même façon, si on le bascule, eh bien, du côté négatif, ça ne compte pas non plus. C'est-à-dire que là, si on disait la période est de 5 secondes, ça fait comme si on disait le massif élémentaire, eh bien, s'arrête à 5 secondes. Sauf que si je reproduis ce massif élémentaire, ben, je vais avoir quelque chose comme ça. D'accord? Et donc, on voit bien que ça ne se reproduit pas. D'accord. OK? Donc, la bonne réponse était 10 secondes. Alors, vous m'avez parlé de delta T. Qu'est-ce qui commence à me parler? On en avait déjà parlé l'autre fois lorsqu'on avait corrigé. Pour avoir Ouais. plus de précision. Oui, voilà, Delta t divisé par 2. c'était Clara alors. Alors, pour avoir plus de précision, au lieu de mesurer une période, on peut en mesurer deux, même si là, ça va revenir exactement au même, hein. Deux périodes, ça va donc être 20 millisecondes. Donc, une période, ça va être 10 millisecondes. D'accord? Alors, la technique de mesurer plusieurs périodes plutôt qu'une, ça apporte plus de précision, en général. Surtout si ça tombe pas juste. Là, on tombe pile sur une graduation, 10, puis après 20. Donc, ça ne change pas grand-chose, si vous voulez, mais ça peut avoir vraiment son utilité. Alors, on voit que c'est pas 10, enfin, on voit que c'est 10, précisément, c'est pas environ 10. Donc, je peux même rajouter un chiffre significatif. Et pour te montrer que c'est précis, 10,0. Voilà. Donc, ça, c'était la réponse à la question B. Et pour trouver la fréquence, comment on fait? F est égal à 1 sur T. 1 sur T. Donc, voilà, ça sera une formule qu'il faudra connaître. On regardera le cours tout à l'heure. À condition que T soit exprimé en quelle unité? En secondes. D'accord. Donc, ça fait quoi alors? 10 millisecondes exprimé en secondes. Bah, si vous voulez utiliser les puissances de 10, ce qui est peut-être encore le plus simple, ça fait 10 fois 10 puissance, c'est 10 puissance moins 3. Milli. Milli, Ah c'est oui. 10 puissance moins 3. D'accord? Et donc, ça va faire 100. Est-ce que vous avez trouvé 100 Hertz? Oui. Oui? Ouais. Bon. Un petit rappel sur les puissances de 10. Ben, quand on parle avec donc, les petites grandeurs, et ben, milli, allez, je vais parler par exemple avec les secondes. Millisecondes, c'est 10 puissance, on vient de le voir, moins 3 secondes. Après, encore plus petit, on va avoir microsecondes. C'est là que c'est en 6. Et c'est là où on a 10 puissance moins 6. Et ensuite, les nano, 10 puissance moins 1, c'est ça? Après, on a nano, c'est 10 puissance
En 9. Moins 9, parce que ça va de 3 en 3 en fait. D'accord? Encore plus petit, il y a le préfixe pico. Donc par exemple pour picoseconde, c'est 10 puissance moins, 12. bah oui, 12, parce que ça va de 3 en 3. Donc après, c'était l'exercice 22, page 225. Deux microphones reliés à une interface informatique. L'interface informatique elle peut se résumer à un ordinateur. Enregistre un clap sonore, c'est-à-dire un son bref, comme si on claquait dans les mains, effectué dans leur alignement. Alors, si je veux faire un schéma d'expérience, que vous pouvez faire, vous, encore une fois, avec le matériel de la maison, vous prenez un des deux écouteurs, et donc, vous le placez comme ça, par exemple, le long d'une règle graduée. Vous prenez le deuxième écouteur, et alors après, vous allez être limité par bien sûr, par la taille des fils, bien sûr. Vous n'allez pas pouvoir séparer les deux écouteurs d'une distance de 5 ou 10 mètres. Et ça, on le relie. Donc ça, on va le relier. Nous, on ne va pas le relier à l'interface informatique, on va juste le relier à l'ordinateur, c'est-à-dire à l'entrée micro. Alors parfois, l'entrée micro, c'est la même que l'entrée casque. Et on entre ça dans l'ordi. Et avec un logiciel approprié, ici, on peut utiliser le logiciel Audacity qui est gratuit. On enregistre ce qui se passe lorsqu'on fait un son, on tape dans les mains. Donc voilà pourquoi on parle d'un clap. On tape dans les mains, clap, et on va avoir deux signaux qui vont être enregistrés. Et les deux signaux se ressemblent un peu, quoiqu'il y en a un qui est plus faible que l'autre. Alors, j'aurais dû choisir d'autres couleurs parce qu'en fait, le signal bleu, Vous avez inversé. voilà, le signal bleu, logiquement, ça devrait être celui-là. Pourquoi? Pourquoi j'ai inversé les couleurs? Et pourquoi le signal rouge? Il est plus près, donc il doit être plus fort. Plus près et plus fort. Le bleu, il est plus fort alors que son écouteur, il est plus loin du clap. Ce n'est pas logique du coup. D'accord. Alors, il y a deux choses. Le signal représenté en bleu ici, il est plus fort que le signal représenté en rouge. Et la deuxième chose qui nous fait dire que le son, il va être reçu avant par le récepteur 1, le microphone 1, si vous voulez, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous fait dire que le signal, il a été reçu en premier par 1? Je suis pas sûr. L'amplitude de 1 arrive avant l'amplitude de 2. Ah oui, alors, d'accord. Au lieu de parler d'amplitude, on va parler de signal, d'accord? Donc, le signal 1, le signal 2, il arrive avant le signal 2, c'est ça. Et ça va être ça, même quand on fait l'expérience en vrai avec Audacity, ça va être ça le principe même de l'expérience. C'est-à-dire que le son, il va arriver en premier sur le microphone 1, puis il va arriver en deuxième sur le microphone 2. Donc, si je fais un schéma d'expérience, cette fois-ci, je vais dire j'ai le microphone 1 qui est situé avant par rapport au son microphone 2. Et il reçoit le signal avant le microphone 2 parce qu'il est situé avant. Et ça va être important pour faire le calcul. C'est le principe de la mesure de la vitesse du son dont je vous parlais tout à l'heure, de connaître. Et donc, on vous ferait l'expérience de mesurer avec une règle la distance D entre le micro M1 et le micro M2. D'accord? Alors, quelle est la durée de propagation du signal sonore entre les deux? Comment on fait? Je vous écoute cette fois-ci. Comment vous avez fait pour trouver combien de temps s'était écoulé entre le moment où le son il arrive sur le microphone 1 et après il arrive sur le microphone 2? 1,3 mètres par seconde. Par seconde. Millisecondes, tu veux dire? Millisecondes, pardon. Voilà. Je vous rappelle, l'axe des abscisses, c'est le temps. Et donc là, il est mesuré en millisecondes.
Alors, il est vrai que ici, quand on regarde que là, on a 1 et là, on a 2, et quand on voit qu'entre 1 milliseconde et 2 millisecondes, eh bien, on n'a pas un nombre de carreaux entiers, c'est un petit peu pénible, parce qu'en fait, il va falloir faire des proportionnalités pour y arriver. Alors, je vais vous proposer une correction. On pouvait se dire, bah, on va mesurer combien, en fait, 1 milliseconde, ça représente. Regardez, 1 milliseconde qui est là, ça représente à combien de centimètres, si on admet que ça, c'est du papier millimétré, sans faire de mesure à la règle, là, je veux dire. On va dire que ça, c'est comme du papier millimétré et que ça fait 1 centimètre. Donc, vous voyez que là, ils ont utilisé une échelle qui n'était quand même pas très pratique. On voit que 1 milliseconde qui est là, c'est représenté par 1,5 cm. Vous comprenez? On va faire une petite proportionnalité. Ça fait que 15 mm, ça correspond à 1 milliseconde. Voilà. Et nous, on aimerait bien connaître le temps qui s'écoule entre les deux pointillés, finalement. C'est ça qui nous intéresse. On aurait pu aussi mesurer T2 et puis on aurait pu mesurer T1 avec cette proportionnalité. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est directement mesurer la différence. Alors, si on mesure la différence, moi, je tombe sur 1,8. Vous pouvez vérifier. Donc, si on a 1,8, ça fait donc 18 mm là. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est la durée qui s'est écoulée entre ces deux phénomènes, ces deux événements, on va dire. Donc, 18 mm, et ben, la question, c'est combien ça fait en fait? On va l'appeler delta t. Vous faites un petit produit en croix. Donc, ça fait que delta t va être égal à 18 fois 1 divisé par 15. Et moi, j'ai trouvé 1,2 millisecondes. Ouais, c'est ça. Ah. Et tout à l'heure, qui est-ce qui m'a dit? C'est Timothée qui disait 1,3? Ouais. D'accord. Bon, 1,2, 1,3. Si on fait très précisément, on arrive à 1,2, mais disons qu'1,3, c'était quand même pas si mal que ça. Alors, comment on fait pour trouver la vitesse de propagation du signal sonore dans l'air grâce à cette expérience? Parce que si vous faites l'expérience, il faudra bien faire un calcul pour l'exploiter. Donc ça, ce que je viens de faire là, ça va se faire avec le logiciel Audacity. La mesure D qui est là, elle vaut combien dans l'exercice? Alors, il suffit de lire l'énoncé. Quelle est la distance entre... 45. Oui, 45 cm. Et pourquoi cette expérience, ça nous permet de trouver la vitesse du son? Mais en fait, on sait que le son, il a parcouru la distance D pour aller de 1 à 2, pour aller du microphone 1 au microphone 2. Il a parcouru cette distance qui vaut 45 cm en 1,2 millisecondes. Donc finalement, pour répondre à la question V, quel est le calcul que je dois faire pour trouver V? V est T sur égal. delta T. Exactement. Et il y a juste à faire attention maintenant aux unités. Si vous voulez avoir des mètres par seconde, il faut faire quoi divisé par quoi finalement? 45 divisé par 1,2. Non, 4. Non, Non, pas faut 45. Non, convertir. 1,2. 0,040. Voilà. Alors attention avec les conversions. Hein. 0,45, non? Oui, Non, c'est vrai. 45 cm, ça fait 0,45 mètres. Divisé par, alors 1,2 millisecondes, on va utiliser les puissances de 10, ça évitera de faire 0,0 et quelques. On va faire 1,2 fois 10 puissance moins 3. Combien vous avez trouvé à la calculatrice? 375. Oui. Comparé avec la valeur habituellement admise de 340 mètres par seconde, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut Il y en a des déduire? Oui, qu'est-ce qu'on peut Mais il y a en des déduire? facteurs qui peuvent modifier ça. Alors quoi comme Ça facteur? dépend de la pression. Oui, la pression, la température. Alors oui, on va supposer que euh, je vous ai dit, hein, en fait, la vitesse du son, elle dépend un peu de la température, mais en gros, entre 0 degré Celsius et 20 degrés Celsius, il n'y a pas une grosse différence, si vous voulez. Il y a peut-être 3 ou 4 mètres par seconde de différence. Alors là, avec cet exercice, on trouve 375 mètres par seconde. Donc, comment on peut interpréter cette différence? Bah, c'est que
probablement, l'expérience n'a pas été précise. Donc, je ne sais pas combien vous trouverez si vous faites l'expérience avec Audacity, mais si on peut comment expliquer une telle différence avec 340, ça fait quand même pas mal d'écart, et bien que probablement l'enregistrement n'a pas été correct ou que les graduations là ne sont pas justes. Enfin voilà, on peut expliquer ça par une expérience qui est peut-être pas tout à fait précise. Ou alors, il y a aussi une autre explication, c'est que les 45 cm ici ont été mal mesurés. D'accord? Alors le 24, page 225. Ici, on nous donnait encore un signal. Donc, même remarque que tout à l'heure, on mesure une tension en volts parce qu'en fait, c'est un microphone qui va permettre de récupérer le signal. D'accord? Alors, combien avez-vous trouvé pour la période de ce signal? Comment on fait pour être précis ici? D'après ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Clara. Comment faire pour avoir quelque chose de précis? On va en prendre plusieurs. Oui? On va Combien, prendre un. combien on peut en prendre en tout? Il y en a une. Là, ça en fait 2, 3, 3. 4. On peut aller jusqu'à 4 en fait. Hein. Si on veut, on peut aller jusqu'à 4. Alors, il y avait encore un truc pénible pour cet exercice. Il fallait encore faire une petite proportionnalité. Donc là, si je viens jusque là, on a dit que ça correspondait à 4 périodes. Donc si vous voulez 4 fois t, 4 fois la période, bah, vous allez mesurer ici. Là, on n'a même pas de petite graduation. Donc moi, j'ai mesuré à la règle sur le livre, version papier, et j'ai trouvé, après on verra si on est tous d'accord, moi j'ai trouvé que ça faisait 6 cm avec une vraie règle. Puis après, j'ai mesuré, j'ai pris par exemple cette distance-là qui correspond à 300 microsecondes, c'est écrit ici. Donc je sais que 300 microsecondes, eh bien, si je le mesure à la règle, cette fois-ci, je trouve 5,4 cm. On va voir si à la fin, vous êtes d'accord ou pas. Hein. Vous faites une proportionnalité et vous en tirez 4 fois t. Vous pouvez en tirer t directement si vous voulez. Hein. 300 multiplié par 6 divisé par 5,4. Moi, ça me donnait 333 microsecondes. Et donc, si vous voulez t, il faut diviser tout ça par 4. Et c'est là où on va voir si on a trouvé des résultats à peu près cohérents les uns par rapport aux autres, malgré peut-être nos différences de méthode. Moi, je trouve 83 microsecondes. Est-ce que vous trouvez ça? Ou dans le même ordre de grandeur? J'étais plus proche de 90, mais bon. Ouais, moi aussi, 88. 88. Et vous l'avez fait avec la même méthode que moi ou vous l'avez fait différemment? Comment vous avez fait? Moi, j'ai fait pareil, sauf que il n'y avait pas trop la taille du livre en fait. Donc, c'était un peu. Donc, tu as fait J'ai comment? essayé de voir. Tu as mesuré sur ta tablette avec une règle? Ouais, c'est Ah oui, pas. c'est pas très précis. Ouais. Bon, Oui, moi aussi, j'ai fait ça. Pas d'accord. précis, quoi. Pas très précis. Ouais, ok, alors au lycée, si vous aviez un document papier, parce que moi, du coup, comme c'était sur un livre papier, je l'ai fait sur papier, ça serait peut-être plus précis. Alors, en déduire la fréquence F, on fait comme tout à l'heure, 1 sur T. Et c'est là où j'ai bien fait de rappeler tout à l'heure les préfixes, micro, etc. 83 microsecondes, c'est 83 fois 10 puissance Là, c'est moins 6. moins 6. Oui, mince. Voilà. Et eh bien, quand je tape ça, moi j'ai trouvé, si je garde deux chiffres significatifs, environ 12 000, c'est-à-dire 12 kHz. Ce signal est-il audible? Oui, 12 kHz, C'est 12 000 Hz. Non, on l'entend. c'est 12 000. C'est-à-dire que 12 kHz, c'est inférieur à 20 kHz. Donc, si 12 kHz, c'est inférieur à... Oui, alors c'est très aigu, exactement. Mais c'est encore audible. Donc la réponse, c'est oui, c'est audible. Par contre, monsieur, je crois que c'est. Enfin, dans la vie réelle, normalement, monsieur, le sonar, il n'est pas audible. Ça dépend en fait. Moi aussi, ça m'a étonné. Parce que les sous-marins, monsieur, les sous-marins, ils se feraient rapidement repérer Ça si fait c'était audible. un bip. Parfois, on entend parfois. Ça fait des bips. Oui, mais pour les militaires, il est forcément inaudible parce que sinon, Ah oui, si vous les voulez sous-marins, le but, si vous c'est voulez de... être discret, vaut mieux être supérieur à 20 kHz. J'ai regardé quand même parce que moi aussi, j'étais surpris de trouver ce résultat. Moi aussi, je m'attendais à ce que ça soit plutôt dans les ultrasons. Mais en fait, si vous cherchez sur Internet, vous verrez qu'il y a des sonars qui sont effectivement... Ouais, ça dépend du type de sonar, je pense. Ça dépend du type de sonar. Voilà.
Alors enfin, vous aviez l'activité 2, page 213. Donc c'était une activité pour préparer la suite du cours. Cette activité s'appelait une enceinte qui résonne. Donc la première question, c'était à l'aide du document 1, indiquer la propriété que doit posséder un milieu matériel afin qu'un signal sonore puisse se propager. Et donc, du coup, on va expliquer en même temps ce premier document. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme Moi, j'ai réponse? mis que la propriété est que le milieu de propagation doit être un milieu Élastique. Il a dit. Élastique. élastique, Eh monsieur. oui, le milieu il doit être élastique, c'est-à-dire capable de se déformer. D'accord? Mais avant tout, il y a quelque chose qui est encore plus important que élastique, c'est qu'il faut qu'il y ait un milieu tout court. Est-ce que le son il peut se propager? Bah, Est-ce que le son il peut se propager Oui, dans il le faut qu'il y ait vide? l'air. Les ondes sonores, elles ont besoin d'un milieu, elles ont besoin de matière pour se propager. Et c'est pas forcément d'ailleurs un gaz, hein, ça peut être un liquide ou ça peut être un solide. L'autre fois, on a parlé de la vitesse du son dans l'eau qui était plus élevée. Ici, peu importe le milieu, mais il faut un milieu, sinon il n'y aura pas de son. Donc, dans l'espace, il n'y a pas de son. Dans l'espace, il n'y a pas de son. Quand on voit un film de science-fiction où on entend un gros vaisseau spatial qui passe à côté de la caméra avec beaucoup de bruit, ça, c'est pour rendre la scène plus agréable, enfin, mais il n'y a pas de son autrement. Voilà, il n'y a pas de son. Identifier les éléments de la chaîne de propagation d'un signal sonore émis par un haut-parleur. C'est presque pareil que là, en fait. Quand vous avez un haut-parleur, si je représente un haut-parleur comme ceci, voilà. Donc, un haut-parleur, en fait, c'est une membrane qui va bouger, comme ça, de droite à gauche. Si vous voulez, dans la petite vidéo que je vais faire avec ce cours, je mettrai en parallèle une animation. Alors voilà une petite animation qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des molécules qui constituent l'air dans l'entourage d'une membrane, comme ceci. Tout d'abord, on va faire une impulsion de la membrane, comme ceci, pour permettre de voir ce qui se passe. Vous voyez, la membrane se déplaçant vers la droite a comprimé des molécules qui sont ici, puis celles-ci se détendant vont comprimer celles d'à côté, puis on va comme ça avoir une propagation de l'onde sonore de la gauche vers la droite. Je recommence l'impulsion. Voilà. Maintenant, quand un son est produit par un haut-parleur, en fait, la membrane vibre sans cesse et on voit ainsi qu'on a une succession de compressions et détentes qui vont se propager ici de la droite vers la gauche. Comme il est sur cette figure-là, on peut le représenter en animation, c'est-à-dire qu'on voit en plus bouger. C'est-à-dire que ça se propage. Cette zone de compression, là, ce sont des molécules d'air qui sont comprimées. Eh bien, elle va se propager. En se propageant, elle va comprimer les couches d'air qui sont à côté, qui après, en se détendant, vont se recomprimer, etc., etc. Donc, c'est ça qui se propage. Pourquoi? Parce que le diapason, eh ben, on ne le voit peut-être pas à l'œil nu, mais ses branches, on peut le voir au stroboscope, par contre, ces branches vibrent. Et les vibrations de ces branches, ça va provoquer une compression de l'air qui est autour. Alors en réalité, on n'entend pas grand-chose avec les branches d'un diapason comme ça. Il faut l'amplifier avec une caisse de résonance. Alors on va parler de caisse de résonance juste après. Sinon, membrane de haut-parleur. Alors il fonctionne avec un générateur. Voilà, il faut qu'il y ait un générateur ici qui alimente le haut-parleur en électricité. Puis il y a l'air, avec un schéma qui pourrait être analogue à celui-ci. Donc, ce sont des molécules qui vont être comprimées, puis détendues, etc. Et c'est ça qui va se propager. Et puis, la fin de la chaîne de réception, elle est dessinée ici. Hein. Vous allez avoir une oreille. Là, vous allez avoir une oreille et c'est la fin de la chaîne. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors ensuite, il y avait document 2 à exploiter. Document 2, c'était un petit document sur les enceintes acoustiques. Et on nous demandait de comparer le diamètre des haut-parleurs Boomer et Tweeter. Alors, qu'est-ce que vous avez donné comme réponse? Vas-y, Les Clara. boomers, ils ont les sons graves et du coup, la fréquence, elle est plus basse. Oui. Et les tweeters,
Le diamètre des boomers, il est plus grand que celui des tweeters. Comment on le sait, ça? Parce que le boomer, il met des sons graves, alors que le tweeter, il émet des sons plus aigus. D'accord. Mais comment on sait que le diamètre du boomer, il va être plus gros? Il va être plus grand? Bah, c'est la phrase juste avant, regardez. Les enceintes acoustiques sont constituées d'un ou plusieurs haut-parleurs de diamètre. Voilà l'information importante. De diamètre Ah oui. inversement proportionnel à la fréquence du signal sonore émis. Alors, il y a beaucoup d'informations. C'est pas si compliqué que ça. Mais déjà, Clara, elle a dit quelque chose d'intéressant. Parce que c'était peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, c'est un rappel. Mais quand on parle de son grave, on parle de son avec une fréquence plutôt basse. Alors qu'un son aigu, c'est un son avec une fréquence plutôt haute. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire, le diamètre est inversement proportionnel à la fréquence du signal sonore émis? Ça veut dire que lorsque le diamètre, je vais l'appeler D, le diamètre du haut-parleur augmente, Alors l'autre descend. alors l'autre il descend. Et même, il y a une autre information, c'est que si c'est inversement proportionnel, on peut même rajouter que si le diamètre du haut-parleur il est multiplié par 2, la fréquence du son elle sera divisée par 2. Ça veut dire ça, inversement proportionnel. Là, pour les os, c'était plutôt, enfin, ce qui suffisait de dire, c'était que lorsque le diamètre augmente, la fréquence diminue. Donc, ça nous dit bien que pour un son grave, eh bien, on va avoir plutôt une fréquence basse, donc diamètre grand, si on peut le lire à l'envers aussi, fréquence basse, diamètre grand, et fréquence qui augmente, diamètre qui diminue. Donc, quand vous voyez une enceinte où les haut-parleurs sont apparents, des fois ils sont cachés derrière du tissu, on ne les voit pas, mais quand ils sont apparents, et bien quand vous voyez les petits haut-parleurs, petits diamètres, ils sont spécialisés pour bien restituer les sons aigus. Au contraire, les haut-parleurs, quand vous les voyez plutôt grands, alors quand je dis grand, je peux préciser, on va dire 30 cm de diamètre à peu près, et bien eux, ils sont spécialisés dans les sons graves. D'accord? Expliquer le rôle du coffrage d'une enceinte acoustique. Alors, là, il n'y avait pas vraiment de schéma. Peut-être que je vais pouvoir faire un schéma. Est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse? Il fallait la trouver dans le texte, en fait. Pourquoi il faut, la plupart du temps, coffrer, c'est-à-dire renfermer dans une boîte, les haut-parleurs d'une enceinte, à part l'aspect esthétique, parce que c'est vrai que, en plus, c'est plus joli que d'avoir tout ça dans une boîte bien fermée, mais ça a vraiment un aspect technique. Quel est le problème si on ne fermait pas l'enceinte? La partie du texte qui va nous intéresser ici, pour répondre à cette question de coffrage, on nous dit que lorsque la membrane comprime les molécules qui lui font face, elle détend celles situées derrière. Elle crée donc simultanément des vibrations qui s'annulent. C'est peut-être cette phrase-là que vous n'avez pas bien compris. Alors pour ça, je vais vous faire un schéma. Si je représente, comme tout à l'heure, un haut-parleur vu de côté, alors je vais représenter un haut-parleur comme ça, vu de côté, voilà, avec sa membrane qui a une forme de cône. Voilà. Donc il est alimenté, il y a des fils électriques qui arrivent, etc. Et avant, il y a un amplificateur. Je vais juste représenter la membrane. Pour faire un son, cette membrane, elle fait des mouvements de va-et-vient comme ça, très rapides. Pour faire un son, cette membrane, elle fait des mouvements de va-et-vient comme ça, très rapides. En fait, d'autant plus rapide que la fréquence est élevée. D'accord? Ça va générer ce qu'on a vu dans le schéma d'avant, dans le document 1. Ça va comprimer les couches d'air. Et après, cette compression, elle va se propager. Ici, sur mon schéma, elle va se propager vers la gauche, comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que l'air qui est devant l'enceinte va être comprimé, mais en même temps, derrière, il va y avoir le contraire. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir une zone de compression devant le haut-parleur, mais derrière, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une zone de détente. D'accord? Et le problème, c'est que cette zone de détente, elle va se propager aussi. Elle va avoir tendance aussi à se propager. Et c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que c'était difficile de deviner juste avec cette phrase des vibrations qui s'annulent. Ça fait partie d'un phénomène qu'on ne voit pas en secondes, mais ça s'appelle des interférences. C'est-à-dire que si
cette zone de compression rencontre cette zone de détente, parce qu'elle, elle peut aussi se propager vers la droite ou vers la gauche, eh bien, ça peut interférer, si vous voulez, ça peut en quelque sorte annuler cette zone de compression. C'est un petit peu compliqué ce que je raconte, mais en gros, eh bien, cette onde, c'est une onde sonore aussi, qui se forme derrière l'enceinte, cette onde sonore qui se forme derrière l'enceinte, eh bien, elle va gêner l'onde qu'on voulait, c'est-à-dire celle-ci, l'onde qui était devant, et donc il faut l'annuler. Alors, une façon de l'annuler, parce qu'on ne peut pas l'empêcher de bouger, la membrane à l'arrière. Si la membrane, elle bouge sur sa partie gauche, elle bouge aussi sur sa partie droite, il y a tout qui bouge. Et bien, on va la coffrer. Hop, on l'enferme. On va enfermer le haut-parleur dans une caisse, en bois en général. En général, c'est des caisses en bois. Et c'est ça l'enceinte. Donc, le rôle premier d'une enceinte, c'est de supprimer l'onde arrière pour pas qu'elle vienne gêner l'onde de devant. C'est celle qui va nous permettre d'entendre de la musique. Vous avez compris? Alors, dernière question, préciser la nature des sons amplifiés dans une enceinte basse réflexe. Alors là, c'était la suite du texte. On vous disait que dans les enceintes type basse réflexe, la fréquence des vibrations est amplifiée, permettant alors une propagation optimale du signal sonore. Mais ça concerne que les basses, en fait. Ça concerne que les basses. Si vous avez chez vous, vous regarderez de plus près, hein, si vous avez chez vous des enceintes, ou que ce soit en haut ou en bas d'ailleurs, vous voyez un trou, il y a un trou, mais un vrai trou. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le système basse réflexe. Ce système basse réflexe, il permet de récupérer une partie de l'onde à l'arrière qu'on avait supprimée, mais le trou, il est calculé avec une profondeur de sorte que eh bien, ce problème d'interférence dont je parlais tout à l'heure, il est en quelque sorte annulé. Et donc, si vous voulez, cette onde arrière, en choisissant et en faisant un bon calcul de la taille de la boîte, de l'enceinte, cette onde arrière, elle va venir renforcer finalement, plutôt que d'interférer et de la détruire, en faisant des bons calculs, on peut réussir à faire en sorte que cette onde arrière, non seulement on peut s'en servir, mais en plus elle va venir renforcer le son qui est à l'avant. Ça marche bien avec les basses. Donc, finalement, dans ce chapitre 10, il y a deux activités qu'on a déjà corrigées. L'enceinte qui résonne, c'est celle qu'on vient de faire, et la dernière fois, on avait fait aussi une autre activité qui nous avait permis de revoir la notion de période et de fréquence. Il y a une activité expérimentale qui est très bien décrite dans votre livre, et ça, j'en ai parlé en début de séance. Ce sera le TP que vous pourrez peut-être faire avec un ordi et des écouteurs. Donc ça, soit je ferai un tuto exprès, soit je l'incorporerai dans la vidéo pour vous dire comment faire. Et enfin, une activité documentaire 4 que j'ai rajoutée moi par rapport, elle n'est pas dans votre livre, elle s'appelle caractérisation des sons. Elle va nous permettre de finalement, quelles sont les caractéristiques d'un son qu'on doit connaître. Alors, au niveau du cours, c'est plus ou moins des scans, enfin c'est entièrement des scans de votre livre. Donc, émission d'un signal sonore, bah, ça va vous reparler de vibration et puis aussi de l'utilité d'une caisse de résonance. L'utilité d'une caisse de résonance pour amplifier un signal sonore. À ce propos, tout à l'heure, je ne suis pas revenu dessus, mais c'est l'occasion en fait. Vous savez, tout à l'heure, vous voyez ce que c'est un diapason? Un diapason, c'est une barre, oui, c'est une barre métallique en forme de U. Qui fait une note. Qui fait une note. Et quand vous la tapez, ça fait une note. Alors, il y a une expérience que je ne peux pas vous faire là, mais encore une fois, pour illustrer cette partie de cours, quand je fabriquerai la vidéo, j'arriverai probablement à trouver, normalement je le montre en classe, hein. Mais quand vous tapez sur le diapason comme ça, il fait très très peu de son. Le La, vous pouvez l'entendre, mais il faut vraiment mettre l'oreille à côté. En revanche, si vous posez ce diapason sur un objet plus grand, par exemple, il suffit de le poser sur une table. Moi, je pose ça en général sur la table du bureau. Eh bien, les vibrations du diapason vont se propager dans toute la table. Et du coup, c'est toute la table qui va se mettre à vibrer. Et comme toute la table va se mettre à vibrer avec la même fréquence que le diapason, eh ben ça va être audible, mais même bien audible. Alors pourquoi? Parce que la table, elle est grande
et elle va mettre en vibration toutes les molécules d'air qui sont autour de cette table. Donc cette histoire de zone de compression qu'on a vue tout à l'heure, ça va pouvoir se faire sur toute la surface de la table. Alors que si vous prenez que le diapason, le diapason, lui, fait vibrer les molécules qui sont autour des branches. C'est tout. En général, quand vous achetez un diapason, il est livré avec sa caisse de résonance. Voilà. Donc là, on disait que l'utilisation d'une caisse de résonance permet d'amplifier un signal sonore. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on le pose sur la table du bureau, ça fait un son qui est vraiment audible. Mais la table du bureau, elle est un peu grande. Mais on peut optimiser ça encore mieux. En général, on emboîte le diapason. Il y a un petit socle prévu pour ça. Sur une boîte en bois comme ça, elle est ouverte à une extrémité et puis elle est fermée derrière. Donc elle est juste ouverte devant, là, si vous voulez. Et un petit peu comme l'enceinte, tout à l'heure, je vous disais que ces dimensions étaient calculées de façon à ce que les basses puissent ressortir. Eh bien, cette boîte en bois, elle a des dimensions qui sont parfaitement adaptées au son créé par le diapason. En général, le La du diapason, ça correspond à une fréquence de 440 Hz. Voilà. Eh bien, si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Ce n'est pas tout à fait au programme de secondes. Mais si on veut faire résonner un son dont la fréquence vaut 440 Hz, eh bien, on va donner des dimensions spéciales qu'on peut calculer à cette boîte en bois et ça va vraiment amplifier ce son. Donc voilà, en posant le diapason sur une boîte de dimensions adaptées, avec une boîte qui n'est pas très très grande finalement, c'est une boîte, en gros, c'est une boîte qui doit faire, oui, dans les 20 cm de long. Donc là, cette distance-là, elle fait environ 20 cm. Hein, donc vous voyez, c'est pas une grosse boîte. Ça se met vraiment à faire résonner le son. À l'aide d'un marteau, frappons l'une des branches d'un diapason. Celui-ci émet un son de fréquence fixe. Si nous posons le diapason sur sa caisse de résonance accordée, nous amplifions le son émis par la vibration des branches du diapason. Nous pouvons mettre en évidence la vibration des branches du diapason en approchant l'une d'elles d'un récipient en verre et en frôlant son bord. Nous pouvons également le montrer en remplissant ce même récipient avec de l'eau et en plongeant légèrement les extrémités des branches dans l'eau. Il se forme alors des éclaboussures. Observons la même chose, mais cette fois au ralenti. Lorsqu'un diapason émet un son, ces branches effectuent des vibrations amorties dont l'amplitude est si faible et si rapide qu'on ne voit rien à l'œil nu. Lorsque les branches touchent l'eau, leur vibration se transmet à l'eau et on peut voir des éclaboussures à la surface. De la même façon, un diapason qui vibre dans l'air lui transmet ses vibrations, dont la propagation permet d'entendre un son. Ensuite, je vous montrerai une vidéo, je l'incorporerai. Mais cette expérience qui utilise une cloche à vide, et ben en fait c'est quoi? C'est une cloche dans laquelle on va aspirer l'air qui est dedans et on va faire le vide. Donc voilà pourquoi ça s'appelle une cloche à vide. Et après, eh bien, le principe de l'expérience, ça va être de mettre un émetteur sonore sous la cloche et puis de voir s'il y a une différence entre le moment où l'émetteur est sous la cloche avec de l'air encore ou sous la cloche sans air, puisque l'air il va être pompé par une pompe qui n'apparaît pas sur la photo ici. D'accord? Et ça, c'est pour montrer que le son a besoin de matière, a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc dans cette expérience, on a une cloche à vide qui est là, assez grande pour pouvoir contenir un pressiomètre qui est qui indique ici 985 hectopascales. Donc la pompe a déjà commencé à aspirer l'air qui est à l'intérieur de la cloche grâce à ce tuyau qui est là.
Et on ne le voit pas bien, mais derrière, il y a un réveil qui sonne. Voilà. Devant, il y a un sonomètre qui permet de mesurer le niveau d'intensité sonore reçu. Alors, cette indication n'est pas très utile dans cette expérience parce que, en fait, il va y avoir le bruit de la pompe aussi qui va perturber les mesures. Donc, voilà, on va regarder en quoi consiste l'expérience. Donc ici, on entend que la pompe fait beaucoup de bruit. Ce qu'on peut voir, c'est que la pression diminue à l'intérieur de la pompe. Jusqu'au début, elle était au-delà de 1000 hectopascales. Continuons. Alors voilà, la pompe a été éteinte. Donc la pression à l'intérieur de la cloche est maintenant relativement basse. On est à 75 hectopascales, alors qu'au début, je vous rappelle qu'on était dans les 1000 hectopascales, même un peu plus. Et là, avec la pompe qui est éteinte, on va bien pouvoir entendre la différence entre avant l'expérience où il y avait encore de l'air dans la cloche et maintenant où il y a presque plus d'air dans la cloche. Et effectivement, comme vous allez pouvoir le constater, on n'entend presque plus le réveil. Voilà. Donc cette expérience met bien en évidence le fait que eh bien, le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ici, l'air qui était dans la cloche initialement est nécessaire pour que le son se propage. Lorsqu'il n'y a plus d'air dans la cloche, aspiré par la pompe à vide, le son est quasiment inaudible. Alors ici, on retrouve le schéma qu'on a vu dans l'activité tout à l'heure. Alors ensuite, vitesse de propagation d'un signal sonore, eh bien ça, on en a déjà parlé. En fait, dans l'eau, on l'a vu dans l'activité numéro 1, le son se propage beaucoup plus vite que dans les gaz. Et dans les solides, par exemple dans l'acier, où la matière elle est encore plus dense que dans les liquides, eh ben, le son va encore plus vite. Donc en fait, quand je pose la question des fois en classe, à votre avis, est-ce que le son va plus vite? Eh bien, dans la matière solide ou dans les gaz, les élèves ne sont pas toujours d'accord. Quand je leur pose la question, il y en a qui disent non, non, bah, dans les gaz, ça va beaucoup plus vite. En fait, non. C'est dans les solides où eh bien, le son se propage le plus rapidement, parce que c'est là où la matière est le plus dense. Ensuite, pour mesurer la valeur de la vitesse du son, eh bien, on a la petite activité que j'aimerais bien que vous réussissiez à faire. Voilà. Et le principe, comme dans l'exercice, c'est de dire que la vitesse, si on veut la mesurer, on va juste faire, comme d'habitude, distance divisée par durée. OK? Ensuite, première chose à savoir dans cette leçon, eh ben, le 340 mètres par seconde, même si encore une fois, ça dépend de la température, mais là, on vous le donne pour 20 degrés Celsius. Le 340 mètres par seconde pour la vitesse du son, vous devez le connaître. C'est pour ça que j'ai mis un petit cœur à côté. Alors ensuite, la partie du cours, vous vous rappelle période et fréquence. Ça, on l'a découvert ou revu lors de l'activité, et puis on a fait les exercices tout à l'heure. Vous devez connaître la formule. La fréquence est égale à 1 sur la période. Voilà. Et après, on parle de la perception d'un son. Alors ça, c'est pareil, on l'a vu l'autre fois. Le domaine des fréquences audibles, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Et voilà. C'est ça qu'il nous reste à faire. Et c'est ça l'activité dont je parlais qui va permettre de bien séparer les trois caractéristiques d'un son. Alors, parmi les trois caractéristiques d'un son, en fait, eh bien, il y en a une caractéristique que vous connaissez déjà bien, puisqu'on a fait les exercices dessus, c'est la hauteur d'un son. Ce qu'on appelle la hauteur d'un son, eh bien, c'est directement lié à la fréquence. Si vous voulez, le musicien va dire hauteur d'un son, un musicien va dire un son plus ou moins aigu, alors que le physicien il va dire
un son de fréquence plus ou moins élevée. Donc la hauteur, elle est liée à la fréquence. Plus un son a une hauteur élevée, plus la fréquence est élevée. D'accord? L'activité que je vais vous donner à faire pour la rentrée, eh bien, va permettre de découvrir les deux autres caractéristiques des sons. Il y en a une dont vous avez peut-être jamais entendu parler, c'est le timbre d'un son. Je vais y revenir en dernier. Et une autre qui paraît bien naturelle, c'est l'intensité sonore. Alors l'intensité sonore, c'est facile à comprendre. On a des sons qui sont plus ou moins forts. D'accord? Plus le son est fort et plus l'amplitude elle est importante. Voilà. Alors, dans ce cours, on voit que l'intensité sonore, elle s'exprime en une certaine unité. Mais l'oreille humaine est faite de telle sorte qu'elle n'est pas sensible vraiment à l'intensité sonore. C'est-à-dire que quand l'intensité sonore double, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple un musicien. Vous prenez un musicien. C'est un peu le volume, ça, non? Comment? Oui, c'est le comme volume. le volume. Voilà, donc. c'est lié au volume. Mais ce qu'on appelle l'intensité sonore, en fait, ça correspond à un son plus ou moins fort. Mais l'oreille n'est pas sensible à ça directement. Et j'étais en train d'expliquer ça avec mes deux musiciens. Vous prenez un musicien, par exemple, qui joue du saxophone, avec un certain volume sonore, et vous prenez un deuxième musicien qui fait le même son, et bien l'intensité sonore, en termes de physique, elle va être multipliée par 2. Ça paraît logique, non? Et bien pourtant, l'oreille ne va pas avoir l'impression que le son est 2 fois plus fort. Ça veut dire qu'en physique, on dit que l'oreille n'est pas un récepteur linéaire, c'est-à-dire que si vous prenez une intensité 2 fois plus forte, l'oreille, elle ne va pas percevoir un son 2 fois plus fort. C'est pour ça que pour l'oreille, alors il y a une formule mathématique, qui n'est pas un programme de secondes, mais il y a une formule mathématique entre l'intensité sonore et la grandeur qui nous intéresse, nous, plutôt en tant qu'être humain, c'est le niveau d'intensité sonore. Alors ce n'est pas pareil. Vous voyez, l'intensité sonore, elle est en watts par mètre carré, c'est une certaine unité, alors que le niveau d'intensité sonore, qu'on peut mesurer avec un sonomètre, elle s'exprime en une unité que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est le décibel. Vous avez déjà entendu parler du décibel? Oui. Oui. Ok, parfait. Et donc à côté, vous avez un diagramme dont l'axe des ordonnées, c'est précisément le niveau d'intensité sonore en décibels. Et on voit qu'il y a une courbe en haut qui s'appelle le seuil de la douleur, en gros qui tourne autour de 120 décibels. Et bien, 120 décibels, ça va être le niveau d'intensité sonore maximum qu'on va pouvoir supporter avant d'avoir mal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux avant. Par exemple, un son qui fait 100 décibels, c'est un son qui ne va peut-être pas faire mal, mais qui, de façon prolongée, va quand même endommager l'oreille. Et voilà. Et ça va jusqu'à 0 décibels. 0 décibels, c'est ce qu'on appelle le seuil de l'audition. Alors, pourquoi ce diagramme comme ça, avec un axe des abscisses? C'est parce que l'axe des abscisses, c'est quoi, en fait? Quel est l'axe des abscisses de ce diagramme? La fréquence. C'est la fréquence. La fréquence. Et ce diagramme, il est intéressant parce que vous voyez que le niveau d'intensité sonore en décibels, il dépend de la fréquence. C'est-à-dire que si, par exemple, vous prenez un son de basse fréquence, 100 Hz, c'est un son grave, et bien pour les sons graves, vous voyez qu'on commence à les entendre à 40 décibels, pas avant. Alors que si vous prenez un son aigu, prenons par exemple, tiens, je vais prendre lui. Si vous prenez 3000 Hz, ça commence à être un son vraiment aigu, et bien vous voyez qu'à 3000 Hz, on peut commencer à l'entendre pour une valeur en décibels qui est très faible. Dernier point,
Et ça, l'activité permettra, donc on la corrigera à la rentrée, on reviendra là-dessus. Le dernier point, en fait, vous en avez peut-être jamais entendu parler, sauf si parmi vous, il y a peut-être des musiciens. Alors, je posais la question, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du timbre d'un son? S'il y a Pour la voix. S'il y a des musiciens parmi vous. Oui. Oui. C'est comme la tessiture. Alors, la tessiture, c'est l'intervalle de fréquence. C'est pas ça. Hein. La tessiture, c'est l'intervalle de fréquence qu'un chanteur, par exemple, est capable de faire, ou un instrument de musique. C'est-à-dire, on va dire de telle note à telle note, et le physicien lui va dire entre telle et telle fréquence. Qu'est-ce qui peut me parler du timbre, alors? Pour la voix, vous m'avez dit? Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je crois que c'est différentes façons que l'oreille l'entend. Oui. Sur la même voix, non? Enfin, sur différentes voix. Eh De la bien, même fréquence, non? le plus simple, et ça sera expliqué, je vais vous montrer ça. Ça va être expliqué dans le document, donc la dernière activité documentaire pour ce chapitre, donc, que vous aurez à faire. Si vous faites l'enregistrement d'un certain son, joué par un instrument, donc, qui joue une certaine note, et que vous enregistrez, et que si vous faites l'enregistrement de la même note, mais joué par un instrument différent, eh bien, vous allez avoir des choses différentes aussi à l'écran. Regardez le diagramme B et le diagramme D. Est-ce que la forme du signal est la même? Non. 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 Alors, on aura la possibilité, si vous voulez, d'avoir deux sons dont la fréquence est la même. Par exemple, deux instruments de musique jouent le La. Mais l'oreille entend bien une différence. Vous êtes habitué à reconnaître dès les premières secondes si telle ou telle note est jouée par une guitare, un violon ou un piano, même chantée à la voix. Et pourtant, elle joue la même note. Ça veut dire qu'on a des signaux qui ont la même fréquence, donc qui ont la même période, mais, comme ce schéma le montre ici, ont des formes différentes. La forme du signal n'est pas la même, et ça, l'oreille arrive à le reconnaître. Et bien, on dit que ces instruments n'ont pas le même timbre. D'accord? C'est ça le timbre, en fait. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Non, ça va pas de question, monsieur. Non, c'est bon.